Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors moi c'est Martial Kamla, présentateur de la chaîne CGI qui signifie Canada Global Info. Sur cette chaîne nous parlons du Canada, plus principalement d'immigration Canada. Si le thème de cette chaîne t'intéresse, alors abonne-toi et surtout n'oublie pas de liker et de partager les vidéos si elles te plaisent. Ok? Aujourd'hui nous allons parler de la réforme que l'immigration a mis sur pied. Je vais vous donner mon analyse par rapport à cette réforme, essayer de simplifier les termes afin de rendre la compréhension facile pour tous. Ok? Et à la fin de la vidéo, je ne manquerai pas surtout de donner mon avis, mon conseil à tous les futurs étudiants qui veulent arriver au Canada pour 2024 et pour 2025. Que tu aies déjà lancé ta procédure ou que tu n'aies pas encore lancé, je te donnerai les conseils que j'ai par rapport à cela. L'annonce a été faite le 22 janvier 2024, donc beaucoup se sont précipités. Beaucoup se sont précipités pour faire des vidéos et tout, mais moi j'ai pris le temps quand même d'étudier et de revenir vers vous pour vous donner les conseils et les petites astuces que vous pouvez mettre sur pied afin de parfaire votre demande. Donc avant de se lancer dans le vif du sujet, je tenais à préciser que nous avons mis sur pied une application de covoiturage que voici disponible sur Play Store et sur App Store. Donc l'application de covoiturage c'est quoi? Plus besoin d'expliquer cela aux anciens qui sont déjà au Canada. Mais les nouveaux qui viennent d'arriver, c'est une application qui vous permet de voyager avec d'autres personnes tout en réduisant vos coûts de trajet. Donc au lieu de prendre le train ou de prendre l'autobus ou de prendre l'avion pour se rendre dans une autre ville, lorsque tu télécharges l'application, tu entres dans l'application, tu crées ton besoin de covoiturage et toute la communauté est informée directement par SMS. Ou si tu as un véhicule et que tu es fatigué de voyager seul, tu crées une offre de covoiturage dans l'application et tout un tas de personnes seront notifiées et pourront prendre la route avec toi. Ceci étant dit, nous allons passer au vif du sujet. L'immigration a mis sur pied la réforme. Il y en a quand même, dans cette réforme, ça parlait de beaucoup de choses, de 3 choses en particulier. C'est quand j'essaie de faire une synthèse. La première réforme très importante, c'est le plafond de 360 000 permis d'études qu'ils vont délivrer pour 2024 et pour 2025. Le plafond national de permis d'études qu'ils vont délivrer pour les 2 années à venir, de 2024 à 2025. Okay. Maintenant, la deuxième réforme concerne le permis de travail post-diplôme qui seront délivrés aux étudiants qui ne font pas des programmes qui font partie des ententes entre gouvernement ou établissements scolaires. Okay. La troisième réforme maintenant, ça fait partie des permis de travail qui sont délivrés aux partenaires des étudiants étrangers. Partenaire, ça veut dire conjoint ou bien mari, femme, peu importe. Donc nous allons revenir d'abord sur la première réforme. Dans les 360 000 permis d'études qui seront délivrés au maximum, comment ça va se passer? De façon plus claire, c'est que ils ont créé ce plafond maximal national. Ce qu'ils vont faire maintenant, c'est qu'ils vont prendre ce chiffre. 360 000 permis d'études qui vont délivrer à tout le Canada. Ils vont diviser par le nombre de provinces et de territoires. Le Canada a 10 provinces et 3 territoires. Donc, ils vont diviser ce nombre et distribuer chaque partie de ce qu'ils ont comptabilisé à chaque province et chaque territoire. Ceci va dépendre, le nombre qui sera alloué à un territoire ou une province va dépendre de la capacité d'accueil que cette province a habituellement avec les étudiants étrangers. Ce qui est sûr, c'est que l'Ontario et le Québec auront une grosse partie. Pardon. L'Ontario et le Québec auront une grosse partie parce qu'ils ont beaucoup de demandes, ils ont beaucoup en fait, c'est eux qui reçoivent beaucoup d'étudiants étrangers et tout. Derrière ça, peut-être le Nouveau-Brunswick, je sais pas trop et tout, mais le chiffre que chaque province aura va dépendre de leur capacité d'accueil et de leur population aussi. La population qu'ils ont, la capacité d'accueil et tout, ça va dépendre de ces facteurs. Maintenant, qu'est-ce que les provinces vont faire à leur tour? Les provinces maintenant à leur niveau vont se dire, je parle du gouvernement au niveau des provinces. Ce qu'ils vont faire maintenant, c'est qu'ils vont dire, ok, nous on a reçu par exemple, je dis n'importe quoi, sur les 360 000, nous on a reçu un plafond de peut-être 150 000 ou même 100 000. Donc notre plafond qu'on a reçu c'était 100 000. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'à leur niveau, ils vont aller dans chaque établissement d'enseignement désigné. Ils vont redistribuer ce nombre-là
dans chaque établissement d'enseignement désigné où ils vont préalablement prendre aussi la capacité d'accueil. Donc, chaque établissement d'enseignement désigné va dire à leur gouvernement, au gouvernement de leur province que, ok, mon établissement a une capacité d'accueil de tel nombre de places et il reste tel nombre de places. D'accord? Ce qui fait que lorsqu'on a un étudiant X qui commence sa procédure de permis d'études, lorsque tu fais une admission dans un établissement, d'accord? L'admission dans cet établissement vérifie d'abord s'ils ont encore de la place. S'ils n'ont pas de la place, ils vont te dire, on n'a plus de place, désolé, c'est plein. S'ils ont de la place, ils vont dire, ok, ton dossier est correct, voici la lettre d'admission qu'on te donne. Lorsqu'ils vont te délivrer une lettre d'admission, ils vont informer la province. D'accord? Ils vont informer la province que ok, ça fait moins une place. Si par exemple l'établissement avec 50 places, ils vont informer, ça fait qu'il reste 49 places. La province maintenant à leur tour sauront que, sachant qu'il y a un établissement X qui a donné l'admission, va te remettre donc une attestation. Donc forcément, il y aura peut-être des procédures qui vont sortir très rapidement au niveau des provinces qui permettront à faire en sorte qu'ils vont te donner une attestation. Donc l'attestation qu'ils vont te donner, ça certifie qu'un établissement t'a accepté. Donc tu as une place de Calais dans ce chiffre qu'on a délivré à la province. Donc tu as pris une place avec l'attestation. Maintenant, donc, ce qui se passe, c'est que lorsque tu fais la demande maintenant au niveau de l'immigration, bien sûr, il faudra que tu montres l'admission et l'attestation de la province. Ok? Maintenant, l'immigration se réserve le droit d'accepter ou de refuser ta demande de visa. C'est pas parce que tu as eu l'attestation de la province que forcément tu auras le visa. Non, on peut toujours te refuser le visa. Donc, lorsqu'on te refuse, je prends le cas où on te refuse. Si on te refuse le visa, derrière, sache que l'établissement et la province sont informés de ton refus. D'accord? Donc, ta place ne sera plus sûre. Donc, ce qui se passe, c'est que la conséquence de cette nouvelle loi feront en sorte que les admissions qui sont déjà, en fait, un étudiant qui a déjà soumis une demande de permis d'études et qui a eu un refus a potentiellement de chances que son admission soit annulée. Donc, l'établissement peut facilement te contacter et te dire que désolé, vu que tu n'as pas eu le visa, ton admission sera annulée. Ceci parce qu'ils ne sont pas là pour garder des places vierges. L'établissement aura l'objectif vraiment de remplir ces salles de classe. Donc du coup, ils vont donner l'admission aux gens qui en auront besoin. Et ils vont plus cibler les gens qui ont déjà leur visa. Parce qu'il faut savoir que l'établissement, c'est une entreprise privée aussi. Ils veulent se faire de l'argent. Donc si toi, on t'a refusé le visa, ne pense pas que ton admission sera encore valide jusqu'à l'année prochaine comme ce qui se passait. Ok, on t'a refusé le visa, l'école n'était pas au courant et tout, ils t'ont encore laissé l'admission. Non, cette fois-ci, ils vont veiller à ce que l'admission qui est chez quelqu'un, ils vont veiller à ce que tu leur donnes une réponse très rapide, même que l'immigration ou le gouvernement leur donne une réponse par rapport à la situation des X étudiants pour que eux, en début d'année, ils ont les effectifs qu'ils ont voulu. Donc, ça c'est pour vous mettre en garde que ça sera très rude dorénavant. D'accord? Maintenant, pour revenir sur les programmes d'entente, les accords d'entente de programme. D'accord? J'entends beaucoup de personnes dire que les étudiants n'auront plus de permis de travail post-diplôme. Ça sera maintenant compliqué. Il faut que l'établissement soit comme ça, comme ceci, comme cela. Alors les amis, beaucoup de personnes parlent sur les réseaux sociaux. Bon, je suis désolé parce que la vidéo risque de mettre un peu long parce que j'ai quand même beaucoup à dire par rapport à cette réforme-là. Donc, beaucoup de personnes parlent beaucoup que les gens n'auront plus de permis de travail post-diplôme. C'est faux. Ok, il faut prendre le temps d'analyser vraiment ce que le gouvernement a dit. Le gouvernement dit ceci: pour toi qui passes le temps à faire ta procédure normalement, donc c'est-à-dire ton programme que tu viens suivre au Canada n'a pas de bourse, ça n'a aucune entente entre le collège où tu peux faire et le collège où tu étais dans ton pays d'origine. S'il n'y a pas d'entente et que tu vas payer tes frais de scolarité normalement, tu auras ton permis de travail post-diplôme. Ok? Le permis de travail post-diplôme ne sera pas délivré aux gens dans cette situation. C'est particulier parce que beaucoup de personnes pensent que quand le gouvernement met une réforme, ce n'est que pour les Africains. Ce n'est pas que pour les Africains. Il y a les Indiens qui immigrent chaque temps. Il y a les Mexicains. Il y a d'autres parties d'Amérique, d'autres pays d'Amérique qui immigrent au Canada. Il y a certains pays d'Europe qui immigrent au Canada. Ce n'est pas que pour les Africains. Non, détrompez-vous les amis. Ok? Donc, les accords de programme, c'est beaucoup plus pour ce genre de situation. Vous avez un ami qui est parti en France étudier, ou bien un ami qui est en Belgique qui étudie.
En Belgique, il a son master. Son établissement dit que lui, il a un master, il veut faire son stage au niveau du Canada. Donc, son établissement au niveau de la Belgique a un partenariat avec un établissement au niveau du Canada. C'est cette entente entre deux établissements qui permettent à l'étudiant de venir continuer son stage ou bien venir faire un programme peut-être de 1 an ou de 2 ans, que ce soit universitaire ou collégial. Donc, c'est particulièrement pour ce genre de personnes qu'on dit qu'ils n'auront pas de permis de travail post-diplôme parce qu'ils sont venus étudier derrière une entente de programme, bref, un accord ou tout ce qui va avec. Maintenant, aussi pour des gens qui viennent fréquenter et qui ont des bourses venant du gouvernement. Donc, le gouvernement est en collaboration avec un établissement, je dis n'importe quoi, un collège comme ça, aussi dans une province, où le gouvernement subventionne certains programmes en donnant des bourses d'études. Donc, toi, tu as bénéficié de cette bourse d'études-là, ce qui t'a exempté de payer des frais de scolarité. À la fin, tu n'auras pas ton permis de travail post-diplôme parce qu'il y a une entente entre le gouvernement et ton école. Et voilà, tu es passé par cette entente qui t'a permis d'avoir la bourse et tout. Donc, tu n'es pas comme les étudiants réguliers. Tu n'es pas comme des autres qui bataillent, qui font des programmes normaux, qui payent leurs frais de scolarité et tout, qui suivent toute une procédure normale. Ok? C'est pour eux. C'est pour ce genre de personnes qu'ils n'auront pas. C'est pour ce genre de personnes qu'on va retirer le permis de travail post-diplôme à la fin de leurs études. D'accord? Maintenant, concernant le permis de travail pour les conjoints, ceci étant dit, ça a été clair. C'est clair, c'est propre. Donc, lorsque tu es étudiant au Canada, c'est terminé que si je fais venir ma femme ou bien si je fais venir mon mari ou bien je sais pas, peu importe, bref, il n'y aura plus de permis de travail pour eux. Ça a été clair, il n'y a pas de détour et tout. Donc, que tu sois déjà au Canada ou que tu sois encore à l'international, tu immigres au Canada en tant qu'étudiant, que tu sois du premier cycle ou du deuxième cycle, il n'y aura plus de permis de travail pour ton conjoint que tu vas faire immigrer. Ça, c'est terminé l'autre là. Je vais revenir un peu sur le permis de travail post-diplôme. Au niveau du permis de travail post-diplôme, il faut aussi savoir que cette réforme-là ne s'applique pas à tous les étudiants. Cette réforme s'applique uniquement aux gens qui fréquentent dans des collèges et au premier niveau université, donc premier cycle. Donc, tous les étudiants qui font un programme de master ou bien de deuxième cycle, que ce soit diplôme d'études spécialisées, que ce soit master, vous n'êtes pas concernés. En fait, toute cette réforme ici, en gros, ça ne vous concerne même pas en fait. Ça ne vous concerne pas. Vous, on vous avantage même encore plus tôt. Ok, on vous avantage plus tôt. Parce que ce qui s'est passé avant, c'est quoi? C'est que pour qu'on te donne le permis de travail post-diplôme, on regardait le nombre d'années que tu as fait sur les bancs. Donc, pour des gens qui avaient fait des programmes de 1 an, on leur délivrait un permis de travail post-diplôme d'une durée de 1 an. Pour des gens qui ont fait des programmes d'études de 2 ans, on leur délivrait par la suite un permis de travail post-diplôme de 2 ou de 3 ans. Ça dépend de l'agent d'immigration. Ok? Ce qui faisait que lorsqu'un gars faisait un programme de deuxième cycle universitaire où il faisait juste 1 an, c'était compliqué pour lui d'avoir le permis de travail post-diplôme qui lui permettait, parce qu'il faut savoir que le permis de travail post-diplôme est une transition vers la résidence permanente. Donc, dans ce permis de travail post-diplôme, on te donne assez de temps pour que tu puisses acquérir de l'expérience professionnelle pour te permettre de transiter vers la résidence permanente, pour te permettre de faire ta demande de résidence permanente. Donc, les gens qui faisaient des études au niveau du master ou bien des diplômes d'études spécialisés qui sont en majorité 1 an, n'ont pas assez de temps. N'ont pas assez de temps dans leur permis de travail post-diplôme pour les avantager ou bien pour les faciliter la tâche à avoir dans la résidence permanente. Donc du coup, cette réforme-ci vise aussi à les avantager parce que dorénavant, ils auront assez de temps. Dorénavant, ils auront peut-être 2 ans ou bien 3 ans, je sais pas trop. Mais ça ne sera plus vraiment... En fait, on va retirer ça. On va retirer une partie. Comme ils ont calé une partie des étudiants qui font partie des ententes de programme là, c'est à eux qu'on va retirer pour avantager ceux qui sont au deuxième cycle. Vous voyez? J'espère que c'est clair, n'est-ce pas? Bon, je pense que j'ai fait quand même le tour des réformes, n'est-ce pas? Maintenant, ce que je peux dire comme conseil à quelqu'un qui veut immigrer en tant qu'étudiant au Canada, ce que tu dois faire, toi, premièrement, c'est de mettre toutes les chances de ton côté. Parce que dorénavant, les admissions ne seront plus faciles. Parce que ça sont des conséquences qui vont découler de cette réforme-là. Parce qu'il faut bien savoir qu'il y aura des conséquences. Les écoles seront maintenant très vigilantes. Les écoles vont vraiment checker ceux qui auront des admissions.
Ok, on te donne une admission, on veut savoir si tu as eu le visa ou pas, on veut savoir si ça avance très rapidement. Déjà que si tu as le visa, la province sera informée, même l'école sera probablement informée. Mais si on t'a refusé, si tu penses que l'école ne va pas connaître, ils vont connaître. Ils vont te dire que désolé, tu n'as pas eu le visa, on va donner ta place à une autre personne parce qu'ils ont des places à combler. Donc ce qui veut dire que toi qui veux lancer ta procédure de permis d'études, ton dossier doit être complet le plus que possible. Tu dois éviter beaucoup de choses qui ne sont pas vraies dans ta documentation afin de permettre qu'on te donne facilement le visa. D'accord? Maintenant, c'est, comment je vais dire, je pense aussi que les choses vont aller un peu plus rapidement. Une autre conséquence sera que le traitement des demandes de permis d'études sera aussi rapide. Parce que si le gouvernement crée ce genre de réforme, les établissements de leur côté ne sont pas totalement contents de cette réforme parce que eux, ça diminue l'argent ou bien le gain qu'ils vont avoir. Donc du coup, le gouvernement se retrouve dans une situation aussi où ils vont devoir traiter les demandes plus rapidement afin de permettre que avant que septembre n'arrive, donc avant le début des rentrées, que les écoles aient au moins les étudiants qu'ils ont voulu dans leur effectif. Vous voyez? Donc ça ira vraiment dans les deux sens parce que les deux ne sont pas vraiment très contents. Mais les écoles n'ont pas le choix. Donc toi, à ton niveau, c'est de faire rapidement ta demande. C'est de faire rapidement tes admissions. Donc si tu programmais lancer ta procédure en 2024, sache que tu es déjà vraiment en retard. Vraiment en retard. Donc maintenant, il n'y a plus le temps à la réflexion. Si tu sais que financièrement, tu es capable de lancer ta procédure d'immigration, tu le fais. Tu lances ta procédure d'immigration très rapidement. Tu ne perds pas le temps. Tu mets toutes les chances de ton côté. D'accord? Il se peut que les premières demandes qui sont arrivées ne soient plus très compliquées à traiter. Il se peut. Parce que quand j'analyse encore vraiment, il se peut que l'immigration soit un peu plus souple au niveau de la délivrance des visas. Parce que eux, ils vont atteindre leur quota. Ok? Donc peut-être ils ne seront plus trop rigides. Ils ne seront plus très difficiles dans la délivrance des visas. Donc, ça ne sert à rien non de patienter. Parce que quand tu patientes, sache que des gens derrière toi déposent tous les jours. Sache qu'il y a des demandes qui se font tous les jours. Alors ne sois pas surpris que tu te dis que tu attends le jour, tu déposes, tu te dis que désolé, le nombre de permis d'études a été atteint. Les chiffres a été déjà gaspillé. Donc, on ne reçoit plus de demandes. C'est fini. Donc, les premières personnes à déposer des demandes de permis d'études dans ces périodes de janvier, février, mars et ainsi de suite, je pense qu'ils pourront avoir des résultats positifs. Les premières personnes, si les dossiers sont bien faits, s'il n'y a pas de faux documents, s'il n'y a pas de ceci, cela, si c'est propre, ils auront facilement leur permis d'études. Ça, c'est ce que j'analyse. Donc, mon conseil pour toi, donc, c'est de lancer rapidement ta demande de permis d'études. C'est de faire rapidement parce que actuellement, c'est le temps qui nous tient à la gorge. Sachant que les 360 000 permis d'études qu'ils vont délivrer en 2024, autant pour moi, c'était pas 2024-2027, c'est 2024 qu'ils vont tenir compte de ce chiffre. En 2025, ils vont réévaluer. Donc, ils vont se dire, est-ce qu'on va augmenter le plafond ou est-ce qu'on va baisser encore le plafond? Dans 2026, ça ne sera pas forcément le même chiffre. Ils vont tenir compte des statistiques qu'ils ont eu en 2024 pour réévaluer pour 2025 et se dire, est-ce qu'on augmente un peu le plafond ou bien on diminue encore le plafond? Avant de voir. Donc, les amis, ceci était mon conseil pour vous. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Si tu es arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, ça veut dire que tu avais vraiment envie de comprendre cette réforme et savoir ce que tu pouvais faire. Donc, mon conseil donc pour toi, c'est de te lancer rapidement et de faire un bon dossier. D'éviter toute forme de documents qui ne sont pas vrais parce qu'actuellement, ça ne passe plus. Ça ne passe plus, les amis. Soyez vrais dans vos documents maintenant. Il n'y a plus que ceci, on va faire le chemin-ci, le chemin-ci. Si ce n'est pas un truc qui est vrai, véridique, tu peux faire un chemin qui est vrai, qui est véridique. Même si au fond, ça ne te concerne pas réellement, mais c'est vrai. Parce que si on vérifie, on voit que c'est vrai. Mais si tu sais que dans ton chemin, il y a un document qui est virtuel, je peux dire ça comment, qui a été... vous voyez de quoi je parle. Donc, si on vérifie, on ne verra pas que c'est vrai. Ça veut dire que ne soumets pas ce genre de document. Ne soumets pas cela. Reste dans les documents qui sont vrais avant de soumettre ta demande de permis d'études. Parce que tu peux avoir plus de chances cette année à avoir facilement ta demande de permis d'études. Aussi, deuxième conseil, évite les endroits, les provinces, les grandes villes. Québec, Ontario ou Québec. Laisse les deux là.
Les deux là auront tellement de demandes, tellement de demandes. Essaie de regarder le Nouveau-Brunswick, si le collège n'est pas déjà plein, ou regarde un peu l'île du Prince-Édouard, si c'est pas déjà plein de ce côté, avant de regarder Québec ou bien Ontario avec les collèges qui sont un peu de partout. Donc les amis, nous sommes à la 20e minute déjà. On va se dire rendez-vous à une prochaine vidéo. Ciao, partage la vidéo. Vraiment, partagez la vidéo les amis, partagez la vidéo. Toi qui es nouveau et que tu regardes, abonne-toi et partage avant de passer. Ok? On se dit rendez-vous la semaine prochaine.